nous organisons cette conférence de l'épargne salariale et retraite dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale pour promouvoir l'épargne salariale et mettre en avant nos solutions d'épargne salariale. Cette conférence sera animée par moi-même, donc Lotfi Laïba, responsable d'épargne salariale et retraite chez Gay-Lussac Gestion. Je suis accompagné de Daphné Parent, analyste ESG ISR, de Sixtine Lebeau, qui est chargée de relations clientèle et notamment sur la partie épargne salariale et retraite, et d'Hugo Voyaume, qui est le gérant et qui est le gestionnaire des FCPE d'épargne salariale et retraite. Donc, comment nous allons organiser cette conférence? En faisant un bilan et en mettant en avant le marché actuel de l'épargne salariale, en insistant sur le fait que l'épargne salariale est une solution universelle à travers l'ensemble des dispositifs et des accords existants. Ensuite, nous allons dérouler sur la partie du partage de valeur et de profit, puisque l'épargne salariale est un dividende salarié qui peut être mis en place par toutes les entreprises de droit privé en France. Et enfin, nous allons présenter nos solutions d'épargne salariale à travers notre gestion financière et notre ingénierie sociale et fiscale pour mettre en avant nos éléments différenciants et ce qu'on peut apporter comme solution à nos partenaires et à nos clients. Voilà. Je vais laisser la parole à Sixtine qui va introduire la première partie. Bonjour à tous, donc je vais commencer, comme a dit Lotfi, sur l'épargne salariale, une solution universelle. Je vais commencer donc tout d'abord par vous présenter un peu plus le marché actuel. L'année 2021 a été une très belle année pour l'épargne salariale et retraite avec une collecte record à 16,3 milliards d'euros, malgré un contexte particulier lié à la pandémie et aux conséquences de celle-ci. Aujourd'hui, les encours de l'épargne salariale atteignent près de 170 milliards d'euros, donc elle montre une progression de plus 14% par rapport à l'année 2020 et une progression annuelle de 7% depuis 2008. Cela démontre encore une fois l'attrait de ces solutions pour les épargnants. Les dispositifs d'épargne retraite, quant à eux, atteignent 26 milliards d'euros à la fin 2021 contre 22 milliards d'euros en 2020 et 20 milliards d'euros en 2019, après la loi Pacte, qui semble donc avoir réussi à susciter l'intérêt des épargnants pour les solutions de dispositifs de retraite. À présent, nous comptons plus de 11,5 millions de porteurs de parts d'épargne, soit plus de 50% des salariés français bénéficiant d'au moins un dispositif d'épargne salariale. Si nous passons directement sur les encours et la collecte qui a été faite cette année, les 16,3 milliards d'euros viennent principalement de l'intéressement à hauteur de 5 milliards d'euros et de la participation à hauteur de 4 milliards d'euros, malgré une légère baisse par rapport à 2020. Cette baisse peut être expliquée par le contexte compliqué, le confinement et la pandémie qui ont impacté négativement les résultats de la participation et de l'intéressement qui sont versés lors de l'exercice N+1, donc en 2021. Nous observons néanmoins une belle amélioration des versements volontaires, avec plus de 24% par rapport à l'année 2020, notamment grâce au versement déductible du PER collectif. Les versements 2021 ont été principalement investis entre les fonds diversifiés à hauteur de 28% et les FCPE d'actionnariat salarié à hauteur de 21%, qui sont donc de plus en plus attractifs pour les épargnants. Nous comprenons alors que les épargnants choisissent de se placer sur des fonds à horizon plus long, donc avec un profil de risque plus élevé. Cela confirme alors que l'épargne salariale est une solution de placement à moyen long terme pour, oui, préparer votre retraite, mais également avec le PEE, qui, il faut le rappeler, a une moyenne de détention de plus de 11 ans, alors que les sommes sont disponibles dès 5 ans. C'est-à-dire que les épargnants choisissent eux-mêmes d'allonger la durée de vie de leur PEE. Pour des dispositifs prévus pour tous, il faut savoir que l'épargne salariale et retraite a été lancée par le général de Gaulle en 1967, avec pour but la participation des salariés aux résultats, au capital et aux responsabilités de l'entreprise afin de devenir une donnée de base de l'économie française. L'épargne avait alors une utilité autant sociale qu'économique, car cela permettait une meilleure cohésion sociale de l'entreprise tout en impactant positivement la productivité des employés. Nous pouvons en constater aujourd'hui les mêmes bénéfices avec l'association des salariés aux résultats de l'entreprise tout en leur permettant de se préparer leur vie après l'entreprise, donc la retraite. Les dispositifs d'épargne salariale ont connu une forte évolution depuis plus de 10 ans et sont devenus des éléments indispensables pour les politiques sociales, salariales et le domaine des ressources humaines. La loi Pacte en 2019 est venue justement appuyer et approfondir le côté universel avec deux objectifs principaux. Le meilleur partage de la valeur créée
et l'uniformisation de la retraite supplémentaire avec la création des produits pairs. Nous observons alors que l'objectif du général de Gaulle en 1967, puis de la loi Pacte, avec plus de 50 ans d'écart, reste très similaire, faire de l'épargne salariale et retraite un produit phare pour l'épargne des Français. Si nous nous penchons maintenant rapidement sur la future évolution du marché, il est vrai qu'aujourd'hui, il est encore trop tôt pour établir un bilan de la loi Pacte sur l'épargne salariale et retraite. En effet, 2 ans après son application, nous pouvons constater que seulement 35% des entreprises comprenant entre 100 et 249 salariés sont équipées de dispositifs d'épargne. Or, toute société de plus de 50 salariés, de droit privé et assujettie à l'impôt sur les sociétés devrait avoir au minimum en place un accord de participation. Côté TPE, nous remarquons que ces chiffres restent aussi peu élevés, étant aux alentours de 16% des entreprises équipées en dispositif d'épargne retraite. Ces 2 catégories, les TPE et les PME, représentent aujourd'hui 1,4 million de porteurs de parts d'épargne. Or, la loi Pacte préconisait à la fin 2020 3 millions de porteurs d'épargne, ce qui montre qu'il reste encore une belle partie du chemin à parcourir et que nous ne comptons du coup pas nous arrêter là. Côté placement, ce que nous pouvons observer, c'est qu'il y a une baisse depuis 2013 des fonds monétaires qui sont très souvent maintenant remplacés par les fonds obligataires comme choix par défaut dans les accords et dans les règlements. Nous observons également que 2 tiers des encours de l'épargne salariale se retrouvent maintenant dans les FCPE, actions et diversifiées. Cela peut être expliqué par une performance négative des fonds monétaires et également face à ça, à une meilleure communication sur les FCPE qui sont très bien encadrés par les législateurs et l'AMF. Cela s'explique encore une fois, comme nous l'avons dit, les épargnants maintenant préfèrent des profils plus risqués et des horizons à plus long terme pour leur solution d'épargne, donc choisissent plus des FCPE, actions diversifiées ou actionnariat salarié. Maintenant, nous allons passer sur le partage de profits de valeur. Je vais laisser la parole à M. Lotfi Laïba. Comme l'a très bien rappelé Sixtine, l'épargne salariale est un dispositif universel. Il est ouvert à toutes les entreprises à partir du moment où elles emploient au moins un salarié et si elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Quand on regarde la multitude de solutions qui s'ouvrent aux entreprises, on peut voir que chaque dispositif, chaque accord s'adapte aux attentes et aux besoins d'une entreprise. On a le PE d'un côté, dispositif qu'on appelle moyen terme, où les encours sont disponibles au bout de 5 ans. Le PER collectif, qui est le dispositif d'épargne retraite d'entreprise, qui lui a une vocation à préparer la retraite des salariés. Au sein de ces dispositifs, nous pouvons bien évidemment adosser un accord d'intéressement, un accord de participation pour les entreprises de plus de 50 salariés, puisque c'est une obligation réglementaire. Néanmoins, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on peut y déroger en mettant ce qu'on appelle un accord de participation dérogatoire. On peut mettre en place aussi une politique d'abondement, un complément donc versé par l'entreprise qui va inciter les salariés à investir sur leur dispositif d'épargne salariale. Nous pouvons aussi mettre en place ce qu'on appelle le transfert des droits acquis dans un compte épargne-temps ou le transfert des jours de repos non pris sur ces dispositifs d'épargne salariale. Bien évidemment, l'intéressement, la participation, le versement des jours de repos non pris ou des droits du compte épargne-temps peuvent bénéficier de l'abondement. C'est l'entreprise avec le représentant salarié, lorsqu'il y a des représentants salariés au sein de l'entreprise, qui décide en fait d'alimenter ou non les dispositifs d'épargne salariale. C'est important puisque ce sont ces accords et ces dispositifs vivent, ils peuvent évoluer en fonction des besoins, des attentes et de la situation économique, sociale ou sociétale même au sein de l'entreprise. C'est ce vecteur de rassemblement au sein de l'entreprise avec ces dispositifs marque un intérêt important sur la partie épargne salariale aujourd'hui et le législateur pousse les TPE et les PME à prendre le pas de l'épargne salariale comme le font les grands groupes ou les ETI, des entreprises on va dire avec plus de 500 salariés. Lorsqu'on regarde donc la typologie des entreprises qui bénéficient de l'épargne salariale, comme l'a dit Sixtine, les TPE et PME sont sous-équipés d'accords d'épargne salariale. Pourquoi? Parce qu'historiquement, il y avait un blocage au niveau de l'accès, de la compréhension des dispositifs, il y avait une charge administrative, le dirigeant de l'entreprise
et certains salariés ne comprenaient pas la mise en place, le fonctionnement ou autre. Il y a eu une simplification administrative grâce à la loi Pacte et à la loi ASAP en 2020 sur la mise en place d'un accord d'intéressement pour les TPE et les PME. On a simplifié les formalités administratives de dépôt auprès du ministère du Travail. Donc il y a eu un travail qui a été fait pour rendre plus accessibles ces dispositifs pour les TPE et PME. Néanmoins, on se rend compte qu'il faut du temps, il faut apporter de la pédagogie pour permettre à ces entreprises de s'approprier ces accords et ces règlements. Et quand on regarde le taux d'équipement, on est encore en dessous des objectifs fixés par la loi Pacte, notamment pour les TPE et les PME. Et on se rend compte que même avec l'obligation d'un accord de participation pour les entreprises de plus de 50 salariés, le taux d'équipement n'est pas proche de 100%. Donc il y a encore un travail qui est à effectuer pour démocratiser l'épargne salariale et retraite dans les entreprises. On va faire un petit zoom sur l'actionnariat salarié, qui est aussi une innovation majeure du général de Gaulle lors de la mise en place de l'épargne salariale. Les encours s'établissent fin 2021 à plus de 61 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation à peu près de 16% par rapport à juin 2020. Néanmoins, on voit une petite décollecte, donc une collecte négative sur 2021, mais elle s'explique par des marchés qui ont bien progressé en 2021, et donc les salariés ont voulu prendre des bénéfices et réaliser des plus-values sur leurs investissements, donc céder ces actions-là, et donc ça explique la baisse. Mais néanmoins, la baisse de 2021 est moins importante que celle de 2019, où on était plus proche de 2,5 milliards de décollecte. C'est important. Néanmoins, le nombre d'opérations d'actionnariat salarié continue à croître. On a recensé plus de 100 opérations d'actionnariat salarié en 2021. L'avantage de l'actionnariat salarié se situe bien évidemment dans un cadre fiscal et social avantageux pour l'entreprise, puisque ces émissions d'actions au bénéfice des salariés sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Deuxième élément, elles bénéficient aussi d'un cadre fiscal et social pour le salarié, puisque les plus-values réalisées lorsqu'elles sont réinvesties sur un FCPE d'actionnariat salarié ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Et l'entreprise met toujours en place ce qu'on appelle des solutions pour faciliter l'accès à l'actionnariat salarié, avec une décote, avec un abondement ou avec une facilité de financement, c'est-à-dire qu'on peut permettre le transfert d'anciens encours investis sur les comptes d'épargne salariale pour acquérir ces actions. Et donc on ne va pas puiser dans l'épargne ou l'épargne des salariés. Donc ça, c'est un élément important. Et on voulait faire, nous, un petit point et un petit zoom sur l'actionnariat salarié non coté. Pourquoi ? Parce qu'en France, dans 90% des cas, ce sont les grandes entreprises et les grandes ETI qui bénéficient de ce dispositif, qui est très avantageux, qui renforce le sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise, qui fait que le salarié devient actionnaire de son entreprise, et c'est un élément qui est très important. Donc ce sentiment d'appartenance, il est aussi permis et possible pour des grandes PME en France. L'actionnariat salarié non coté, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de liquidité qui doit permettre au FCPE de vivre, c'est-à-dire de gérer notamment les rachats et les sorties sur le FCPE. Donc c'est ce mécanisme-là qui doit faire l'objet d'un contrat écrit, qui doit permettre la liquidité du FCPE à au moins un tiers de son actif. C'est l'élément le plus bloquant. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver des actionnaires qui vont être en accord pour racheter les actions qui sont vendues par les salariés ou ex-salariés. Et deuxièmement, cela permet aussi de pouvoir limiter le risque de liquidité sur le FCPE. Donc cet élément-là qui est très efficace, est néanmoins très lourd. Et donc nous le conseillons, dans le cadre de grandes PME à forte rentabilité et qui est en forte progression en chiffre d'affaires et qui va aussi continuer à embaucher. Néanmoins, quand on accompagne l'entreprise, on lui donne tous les outils, notamment tous les conseils sur le côté fiscal, social et bien évidemment l'impact que ça peut avoir, puisque la mise en place est quand même assez onéreuse. Avant de commencer à présenter notre gamme de fonds communs de placement d'entreprise, j'aimerais rappeler que ça fait déjà plus de 27 ans que Gay-Lussac Gestion met à profit son ingénierie financière et sa gestion du risque
pour des clients justement en épargne salariale. Nous proposons aujourd'hui 5 stratégies, donc 5 FCPE, qui varient en fait en fonction du niveau de risque, vous savez, qui est déterminé par le SRRI, donc l'échelle de risque, donc de 1 à 5, en sachant que donc chaque FCPE va dépendre donc d'une classe d'actifs bien précise pour justement être capable de remplir ce niveau de risque et de performance. C'est pour ça que nous allons du fonds sécurité, donc monétaire, avec un horizon de placement inférieur à 1 an, jusqu'à des fonds 100% actions, donc sur une échelle de risque entre 4 et 5 sur une échelle de 7. Ce qui est également essentiel de mettre en avant, c'est le fait que c'est notre processus de gestion interne à Gay-Lussac Gestion qui est utilisé sur chacun de ces FCPE et que la gestion s'appuie sur la même équipe que pour les FCP de Gay-Lussac Gestion. Et notre processus d'investissement met vraiment en avant des sociétés de grande qualité qui affichent de la récurrence de performance tout en limitant la volatilité et les drawdowns. C'est essentiel, pourquoi? Parce que nous privilégions vraiment le très long terme et la récurrence dans la performance. En plus, il est important de noter que nous avons une offre de fonds dédiés également pour certains clients et en particulier une offre d'actionnariat salarié. Donc, je vais passer la parole à Daphné qui va donner un petit peu plus de connaissances sur l'ESG. Merci Hugo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement socialement responsable est très intégré au support d'épargne salariale et retraite. En effet, on constate que sur la totalité des encours diversifiés hors actionnariat salarié à fin 2021, on constate qu'il y a plus de 50% des fonds qui sont considérés article 8 ou article 9 selon la réglementation SFDR. Donc ça signifie, pour rappel, que les articles 8 sont des fonds qui font la promotion de caractéristiques environnementales et ou sociales, et les articles 9 sont des fonds avec un objectif d'investissement durable. Donc respectivement, les articles 8 représentent 48% des encours diversifiés hors actionnariat salarial, et les articles 9 sont un peu moins, sont à peu près à 8%. Donc on voit que l'ISR a une part importante des FCPE en France, mais on voit également que, outre le côté investissement socialement responsable ESG, les fonds FCPE solidaires ont également leur place sur leur marché et représentent un peu plus de 58% de ces encours diversifiés hors actionnariat salarié. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a été un véritable précurseur de l'investissement solidaire au travers de l'épargne salariale et retraite solidaire. On voit que 63% des placements solidaires à fin 2018 venaient tout simplement de l'épargne salariale solidaire. Donc l'épargne salariale est un véritable vecteur de financement des entreprises solidaires et sociales en France. Et on constate également que depuis la France, depuis 2001 avec la loi Fabius, oblige les dispositifs d'épargne salariale, d'épargne retraite à avoir au moins un FCPE solidaire dans leur dispositif, puis ça s'est étendu au plan d'épargne entreprise en 2010. Donc ça, c'était pour le petit état des lieux de ce qui se fait en France en ce moment. Du côté de chez Gay-Lussac Gestion, nous, on applique une démarche ISR sur l'ensemble de nos fonds, que ce soit des FCP ou des FCPE. Et c'est une approche, une stratégie qui va s'inscrire dans le processus d'investissement, qui comprend un filtre d'exclusion, une prise en compte des caractéristiques ESG et un suivi des controverses. Et donc cela, ça va s'appliquer également à nos FCPE, Action Responsabilité Sociale et Gay-Lussac Interentreprise, qui sont tous les deux des articles 8. Donc tous nos fonds qui appliquent notre stratégie ISR sont des articles 8, et on en a un autre, Gay-Lussac Green Impact, qui est article 9. Et la spécificité de nos deux FCPE, qui sont aussi bien solidaires que ESG, Action Responsabilité Sociale et Action Interentreprise, c'est qu'ils sont solidaires parce qu'ils sont investis entre 5 et 10% dans France Active Investissement. France Active Investissement, qu'est-ce que c'est? C'est la principale société d'investissement solidaire en France qui permet le financement d'ESS, donc d'entreprises solidaires et sociales, et qui permet
les entrepreneurs engagés d'avoir accès à l'emploi. Donc ça permet le financement de plein de projets sociétaux et sociaux. Donc voilà, c'est nos fonds à vocation sociale dans notre gamme de dispositifs d'épargne salariale qu'on peut vous proposer. Ensuite, il y a plusieurs modes de gestion pour les dispositifs retraite. Il y en a deux qu'on peut appliquer, qui sont la gestion libre et la gestion pilotée. Donc, l'intérêt de la gestion libre, tout d'abord, c'est que le bénéficiaire est libre de ses investissements et peut intervenir sur son épargne comme bon lui semble. Et ça s'applique au niveau aussi bien des supports de placement, que ce soit monétaire, obligataire ou diversifié, mais également dans l'allocation de ses avoirs et dans le rythme d'investissement, qu'il soit ponctuel ou rythmé. Donc il y a une totale liberté d'adaptation selon les besoins du client. Et chez Gay-Lussac, nous proposons une gamme de FCPE très diversifiée pour s'adapter justement aux besoins de chaque client et chaque bénéficiaire. Je vais repasser la parole à Hugo pour parler de la gestion pilotée. Absolument. Merci Daphné. Donc, comme Daphné le rappelait très justement, à côté de la gestion libre, donc la gestion qui est pilotée, c'est d'ailleurs l'affectation par défaut de votre dispositif de PER. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est de déléguer la gestion de vos dispositifs. En fait, ce type de gestion s'applique en particulier pour des investisseurs qui sont peu familiers avec l'investissement de manière générale ou qui tout simplement n'ont pas véritablement le temps de s'y consacrer. L'objectif de cette gestion pilotée réside principalement dans le fait de s'adapter progressivement, je veux dire, à l'année de départ en retraite. Et donc en fait de la durée résiduelle qu'il y a entre le moment T0 et votre départ à la retraite. Donc l'objectif réside dans le fait de sécuriser progressivement votre performance au sein de votre épargne retraite. Pour vous donner un exemple très concret, on va diviser en 3 profils, donc de prudent, équilibré et dynamique. Et en fonction de votre durée à la retraite, justement, votre allocation de cash aura tendance à augmenter dans votre allocation d'actifs général. À titre d'exemple, pour un profil prudent, à plus de 10 ans de votre horizon de retraite, vous avez une allocation de cash de 30%. Et lorsque vous arrivez à moins de 2 ans de votre retraite, cette allocation de cash passe à 90%. Donc c'est pour dire en fait à quel point la sécurisation de votre performance est réalisée dans le temps et qu'elle se fait de manière automatique et progressive. Maintenant, je vais profiter pour repasser la parole à Lottie. Merci Hugo. On va rentrer dans le détail de nos solutions d'épargne salariale. Nous avons donc mis en place des solutions, notamment une offre sur mesure et une offre qui est dédiée plutôt au TPE. Nous allons faire un point sur l'offre sur mesure. Voilà. Cette offre sur mesure, elle se distingue par le fait qu'on accompagne réellement l'entreprise dans la mise en place des dispositifs, on fait un bilan et on propose des solutions qui sont vraiment adaptées. Et ces dispositifs ne sont pas figés dans le temps. C'est-à-dire qu'on évalue chaque année l'apport de ces dispositifs pour l'entreprise et pour les salariés. On offre donc un PE, un plan d'épargne entreprise, dispositif 5 ans, ce qu'on appelle l'épargne projet, et un PER collectif. Ce PER collectif est bien évidemment à horizon retraite. Ces deux dispositifs peuvent être alimentés par toutes les sources prévues par la réglementation, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'intéressement, la participation, l'abondement unilatéral pour le PER collectif, les jours de repos non pris ou le transfert des droits CET. C'est important. Notre philosophie est d'accompagner non seulement avant la mise en place des dispositifs, de faire un bilan, de voir les besoins et les attentes, et bien évidemment de nous occuper de la partie juridique, réglementaire, la rédaction des règlements, des accords, de faire des bilans, comme je vous l'ai dit, avec l'entreprise, avec les représentants salariés et avec les salariés sur leur épargne salariale pour faire évoluer le dispositif et les accords en fonction des besoins et des attentes. Et donc, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons ouvert nos solutions à toutes les sources d'alimentation. Pourquoi ? On ne veut pas avoir une offre qui est figée, qui est limitée uniquement à quelques sources d'alimentation. On veut s'adresser à toutes les entreprises
et à tout type de salariés. On ne regarde pas le secteur d'activité, on ne regarde pas la taille de l'entreprise. Ce qu'on souhaite apporter, c'est vraiment notre savoir-faire et notre expertise sur la partie d'ingénierie fiscale et sociale et bien évidemment sur la partie gestion financière. Et c'est pour ça, comme l'a rappelé Hugo, notre historique de 27 ans d'expérience en épargne salariale et retraite est importante. Et aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est toute cette expertise-là et toutes les solutions qu'on apporte et tous les services et outils. Bien évidemment, nous sommes accompagnés par Amundi USR sur la partie tenue de compte et gestion administrative des comptes individuels et collectifs d'épargne salariale. Et on a vraiment un pôle qui nous est dédié sur cette gestion-là pour assurer vraiment une gestion qui soit vraiment performante. Alors, je vais reprendre sur nos engagements et nos particularités. Nous proposons la gratuité pour la rédaction des accords de participation, d'intéressement, pour les avenants, pour nos solutions sur mesure et pour tout type d'entreprise, comme a dit Lotfi, les TPE, les PME et les ETI. C'est important de le savoir car généralement, cette prestation est facturée pour tout ce qui est TPE et PME. Par contre, nous laissons la liberté de facturation à nos partenaires pour ces prestations. Et il faut savoir que nous, par contre, ne prenons aucun frais, que ce soit des droits d'entrée, les tenues de compte, pour le transfert de dispositifs et donc l'arrivage d'épargne provenant de transfert. Selon nous, proposer un accompagnement personnalisé avec des outils et des services de qualité pour tous fait vraiment partie de notre ADN. Nous ne pouvons pas, comme nous l'avons dit, faire payer des prestations à des TPE et des PME qui n'ont pas forcément une situation économique la plus adéquate. Et du coup, nous avons mis un peu tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ce que nous voulons, comme a dit Lotfi, partage de valeurs et en même temps apporter de la valeur à chacun. Et sur le côté de les singularités de nos solutions, c'est vrai que nos solutions sont différenciantes de par la qualité de service avec l'accompagnement personnalisé que nous proposons, selon bien évidemment les besoins de nos partenaires. Que ce soit pour la rédaction d'accords, comme mentionné précédemment, mais nous pouvons également accompagner sur les rendez-vous, faire des formations pour les collaborateurs ou autres. Il faut savoir également qu'Amundi USR, notre partenaire, nous consacre un pôle dédié à notre activité, nous permettant alors de renforcer notre disponibilité et notre réactivité. Nous souhaitons réellement construire des relations pérennes avec nos partenaires et c'est pourquoi nos offres d'accompagnement, de services et de suivi leur sont offertes, pour pouvoir leur permettre de réduire leurs charges administratives tout en améliorant et renforçant leur efficacité commerciale. Le petit point supplémentaire sur notre offre sur mesure et sa particularité, comme on l'a dit, c'est qu'elle est adaptable à tout type d'entreprise, alors que pour beaucoup d'acteurs, les solutions sur mesure ne sont adaptables normalement qu'aux ETI. Avec Amundi USR, justement, nous avons voulu créer des offres totalement flexibles, adaptables et modulables, qui peuvent évoluer au gré des besoins et des demandes des partenaires et de leurs clients. Nous pensons vraiment que cette liberté et cette souplesse d'adaptation est un réel atout, que ce soit au travers de la tarification ou de la diversification des solutions proposées. Merci à Daphné et à Hugo pour leur expertise. Merci à vous. Écoutez, nous allons peut-être donc terminer cette conférence. Si néanmoins vous avez des questions qui arrivent après cette conférence, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre. Et n'hésitez pas également aussi à venir visiter nos offres sur notre site.